Conversation RH, le podcast qui donne la parole aux professionnels RH. Bienvenue à tous pour ce second épisode de Conversation RH. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des ressources humaines dans la fonction publique, car la fonction publique d'État a traversé de nombreuses évolutions, qu'elles soient politiques ou numériques. Les ressources humaines sont donc un levier important de la performance et de la modernisation de l'action publique. On se pose alors la question suivante. Quelles sont les transformations de la fonction RH dans la fonction publique ? On y répond dans ce nouvel épisode avec notre invitée Magali Augière, directrice générale des services des Deux-Sèvres et anciennement DRH. Bonjour Magali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Laura. Comment allez-vous ? Très bien, impeccable. Super. Alors avant de commencer Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours RH ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis DRH et DG depuis 20 ans dans le secteur public et coach professionnel certifié. Donc j'ai passé 15 ans dans la fonction publique territoriale sur des fonctions de DRH. Mon dernier poste, j'étais DRH au conseil départemental des Deux-Sèvres, donc à Niort, de mes 32 ans à mes 40 ans. Et j'ai été recrutée pour construire la direction des ressources humaines, qui était auparavant un simple service de gestion du personnel. Et à 40 ans, j'ai voulu élargir mon champ de compétences et de responsabilités. Et donc, je suis devenue DG à la Chambre de métiers et d'artisanat des Deux-Sèvres à Niort, toujours. Et je me suis formée au coaching professionnel depuis 2009. Et donc, j'ai toujours adopté une posture de manager-coach sur mes différentes fonctions de DRH ou DG. C'est quelque chose qui vous a toujours plu, du coup, la fonction de RH, l'humain ? Oui. J'ai toujours pris conscience de l'importance du vivant. Et effectivement, j'ai toujours été passionnée par les questions de ressources humaines, de management et de conduite de changement en particulier. Je vois, c'est passionnant. Et puis d'ailleurs, du coup, quel est l'état actuel des RH dans la fonction publique ? Quelles sont les missions principales et les tâches quotidiennes ? Le DRH est à l'interface entre les agents, donc on appelle agents publics dans la fonction publique, c'est les salariés, tout simplement. Avec interface également avec la direction générale, donc qui fixe en lien avec les élus les règles de fonctionnement de la. Les directions opérationnelles qui encadrent en proximité les collaborateurs du secteur public, et puis également du personnel et les organisations syndicales. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu d'équidistance. Et au quotidien, le DRH, en fait, il pilote des projets structurants et stratégiques. Il va travailler, par exemple, sur la prévention des risques professionnels ou le développement du système d'information RH ou un plan de développement de parcours professionnel ou de compétences. Et il travaille aussi sur la résolution de situations individuelles, donc les plus sensibles et les plus complexes. C'est-à-dire que toutes celles qui n'ont pas pu être gérées avant par les autres collaborateurs de la DRH, c'est le DRH qui est amené à les gérer. Je vois très bien. Ces activités et ces missions semblent être similaires à d'autres secteurs d'activité ? Puisqu'on applique le statut de la fonction publique territoriale pour les collectivités territoriales. Et après, on a la même nécessité, j'allais dire, de faire un peu l'hélicoptère entre une vision globale, stratégique et prospective et un atterrissage terrain pour veiller à ce que les actions soient bien pertinentes. Ok, d'accord, très bien, oui. Forcément, il y a un lien, et c'est vrai que ça reste quand même le même métier, malgré que le secteur soit quelque peu différent. Tout à fait. Et qu'est-ce qui donnerait envie aux nouvelles générations RH d'intégrer la fonction publique aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que la fonction publique souffre de certains clichés. Il y a parfois une image vieillotte en fonction de l'entreprise, encore une fois du secteur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait motiver les nouvelles recrues, les nouvelles générations à s'intégrer et à s'implanter dans ce type de fonction ? Alors effectivement, on a toujours l'idée d'un service public un peu vieillot, alors qu'en fait, c'est un service public qui, surtout en particulier dans la territoriale, qui bouge très très vite. C'est-à-dire qu'on est en proximité directe avec les usagers, donc les clients, on va dire. Et donc, le secteur privé est rapide, mais le secteur public, il peut être encore plus rapide parce qu'il y a aussi un retard à rattraper, c'est vrai. Et pour attirer,
on va dire, les jeunes, alors certes, ce n'est pas les questions de rémunération, c'est-à-dire qu'on ne vient pas du secteur public pour la rémunération. Par contre, on peut avoir des grandes responsabilités et travailler sur des projets extrêmement stratégiques, même quand on est jeune. Par exemple, moi, j'ai été DRH à 32 ans d'une structure de 2000 personnes. Dans le privé, il faut atteindre plutôt 50 ou 55 ans pour réussir, surtout quand on est femme, pour réussir à être sur ce niveau de responsabilité. Et puis après, je dirais dans une période où les jeunes recherchent du sens, alors il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, mais en tout cas, les nouvelles générations le marquent de manière encore plus forte, ils sont dans une forte recherche de sens. Le secteur public, évidemment, c'est le sens de l'intérêt général, c'est une utilité de la mission qui est évidente. Moi, je venais d'une formation qui me destinait plutôt à aller dans le secteur privé, puisque j'ai fait une école supérieure de commerce, Neoma Business School, et puis j'ai également fait l'Institut de gestion sociale à Paris, qui est on va dire la première école pour devenir DRH. Et pourtant, j'ai été dans le public parce que j'ai trouvé un espace où j'ai pu exprimer ma passion pour les ressources humaines. Et je me suis jamais demandé en fait à quoi sert mon poste ou pourquoi je suis là. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour les nouvelles générations de se dire que effectivement, on n'a pas d'interrogation à se poser sur le sens de notre action. Je vois très bien. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, sans vouloir m'éloigner du sujet, mais surtout quand on est femme. Est-ce que vous sentez des difficultés en tant que femme à s'impliquer dans ces fonctions RH, dans la fonction publique ? Alors en fait, le service RH est souvent composé de beaucoup de femmes. Il y a globalement beaucoup d'hommes. Et les quelques hommes, souvent, ils sont quand même à la tête de la direction. Et c'est vrai que, heureusement, il y a de plus en plus de femmes sur des postes de direction. Et j'en suis ravie. L'un des enjeux, c'est de faire en sorte que la direction des ressources humaines soit intégrée dans les comités de direction ou les COMEX dans le secteur privé pour effectivement considérer la fonction ressources humaines non pas comme une fonction opérationnelle, j'allais dire sans stratégie. Au contraire, en fait, de plus en plus, et j'en suis ravie, la fonction de ressources humaines et les directrices des ressources humaines intègrent les comités de direction pour faire comprendre effectivement à l'ensemble de leurs collègues directeurs et directeurs généraux que la fonction ressources humaines est une fonction stratégique qui nécessite une vision à cette hauteur des enjeux. Je vois, ok, très bien. Et en parlant de nouvelles venues, il semblerait que le recrutement des agents publics soit difficile aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que selon vous, comment on pourrait renforcer l'activité pour optimiser le recrutement et quels sont les outils à votre disposition pour faire cela ? Alors effectivement, le secteur public, il est bouleversé, il est bousculé, d'ailleurs comme dans le secteur privé, par une pénurie de talents. Le marché du travail, en fait, a basculé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés, c'est-à-dire que ce sont maintenant les employés qui ont un peu plus de pouvoir de décision et en même temps c'est aussi très intéressant. Ça renverse un peu le rapport de force et donc ça oblige globalement, public comme privé, ça oblige les employeurs à entendre les besoins de considération, de respect, de reconnaissance aussi et de conditions de travail que j'allais dire, ce ne sont pas des nouveaux besoins, ce sont des besoins qui ont toujours existé, mais qui étaient peut-être à l'époque un peu moins entendus. Et puis, un autre point également, c'est le bouleversement de l'organisation du travail. Il y a eu une hausse du télétravail, on a effectivement renforcé le travail hybride pour certains métiers, en tout cas ceux qui étaient administratifs. Et donc, ça a évidemment modifié aussi le fonctionnement des directions de ressources humaines. Et puis, ça a également modifié le fonctionnement interne des organisations avec un renforcement en fait, du volet informatisation, digitalisation d'un certain nombre de processus. Alors, en termes de recrutement, ça veut dire qu'on travaille sur l'image justement du secteur public et une meilleure connaissance des différents métiers qui existent. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de
de structures privées aussi diversifiées qu'une collectivité territoriale. On a des métiers qui sont... moi, je pouvais par exemple passer le matin avec 1 heure avec un agent des routes et ensuite un agent des collèges et ensuite quelqu'un du social, quelqu'un de la culture, un informaticien. Enfin, c'est une très, très, très grande diversité. Et ça, c'est vrai que c'est une grande richesse pour la fonction des ressources humaines. Et donc, ça donne aussi plein d'opportunités intéressantes pour les jeunes qui ont envie de venir s'investir. Je vois très bien. Et du coup, au niveau des annonces, est-ce que, bon, bah forcément, une annonce, on sait aujourd'hui comment la rédiger, on sait que toutes les informations doivent apparaître et ça doit être le plus détaillé possible. Mais est-ce que vous avez, vous, dans la fonction publique, des nouveaux outils pour dynamiser un petit peu et attirer les nouvelles venues, hormis le fait que, bah, aujourd'hui, forcément, bah, de ce que j'ai compris, la fonction publique a été affectée bah, de la même manière que d'autres secteurs par les évolutions technologiques. Mais est-ce que, hormis cela, vous jouez aussi sur des événements, peut-être la mise en avant aussi de partenariats avec des écoles. À faire dans ce domaine-là, c'est sûr, mais j'allais dire, c'est même d'une manière large. Je pense que les citoyens ne connaissent pas bien leurs institutions publiques. Ils ne savent pas forcément à quoi sert un département ou à quoi sert une région ou même à quoi sert, quelles sont les compétences de leur ville ou de leur communauté d'agglomération ou de commune. Donc, je pense qu'il y a effectivement un travail à faire sur la question de l'image du secteur public en général, de la connaissance des services publics en général. D'ailleurs, il y a énormément d'usagers qui ne font pas appel aux services publics alors qu'ils ont des droits qu'ils n'utilisent pas. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, oui, il y a un travail à faire de se rapprocher aussi des jeunes. Si je participe aujourd'hui avec vous, c'est aussi pour pouvoir faire connaître justement tous les attraits du secteur public. Et puis, il y a aussi le fait que on a un enjeu de marketing RH, c'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant, mais aussi de marketing territorial. C'est-à-dire que on se doit de travailler sur mieux communiquer sur les valeurs du service public, sur le sens qu'il y a derrière, mais c'est aussi travailler sur la communication autour d'un territoire. Par exemple, c'est de pouvoir expliquer qu'en province, il y a des prix de l'immobilier qui sont beaucoup plus attractifs et qui permettent d'avoir une qualité de vie plus importante parfois qu'en région parisienne. C'est expliquer que même en dehors de Paris, on arrive à trouver des médecins, des spécialistes. On a des collèges, des lycées qui peuvent aussi avoir une bonne qualité d'enseignement, etc., etc. Donc, en fait, c'est à la fois travailler sur le marketing RH en expliquant que travailler dans le secteur public, ça a du sens, ça s'attache à des valeurs d'intérêt collectif. C'est aussi une sécurité de l'emploi, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à des décisions d'actionnaires qui pourraient décider, par exemple, de supprimer une filiale ou de délocaliser. On ne délocalise pas le secteur public, donc ça, c'est quand même un avantage. Et donc, ça permet effectivement aux personnes qui investissent leur carrière dans le secteur public d'avoir une assurance de sécurité de l'emploi, ce qui est aujourd'hui assez rare dans le secteur privé. C'est l'un d'ailleurs des plus gros avantages, je pense. C'est notamment un des avantages, oui. Alors du coup, on en a un petit peu parlé de la QVT, mais est-ce que parle-t-on aussi de la QVT dans la fonction publique et quelle forme prend-elle aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on parle de QVT. J'allais dire, moi, quand j'ai pris mon poste en 2009 au Conseil départemental des Deux-Sèvres, j'ai été recrutée donc, pour créer la direction des ressources humaines avec un enjeu fort de qualité de vie au travail. Donc, j'avais sur une équipe de 60 personnes, j'avais pratiquement 10 personnes qui étaient affectées au service vie et santé au travail. Et donc, la QVT, c'est à la fois travailler sur l'organisation et le contenu du travail, c'est travailler sur l'employabilité et le développement professionnel des salariés. Donc, j'ai eu l'occasion, par exemple, de créer un service autour de l'accompagnement des parcours professionnels et avec ce qu'on appelait déjà à l'époque des conseillers en évolution professionnelle. C'est également travailler sur la relation de travail et le climat social, donc avec une animation du dialogue social, notamment avec
les représentants du personnel, mais pas seulement, parce que le climat social, c'est aussi le quotidien avec les collaborateurs. C'est travailler sur l'engagement, le partage. Donc derrière, c'est les questions de motivation. Et puis, c'est aussi travailler sur une égalité et une parité professionnelle, par exemple. C'est l'équité de traitement dans le secteur public, c'est très important. C'est aussi travailler sur l'équilibre de la vie privée, vie professionnelle, en plus de toutes les actions de santé et de sécurité au travail qu'on peut mettre en place. Très bien, ok. Et pour cette nouvelle année, du coup, est-ce que vous avez déjà une vision et selon vous, quelles sont les nouvelles tendances RH dans la fonction publique ? Alors, les tendances RH dans la fonction publique, j'allais dire, elles rejoignent les tendances RH dans le secteur privé. À la fois, on l'a dit tout à l'heure, une question de pénurie de talent. Donc, ça veut dire que ça nous incite à professionnaliser notre fonction ressources humaines, ça nous incite à travailler notre marketing, notre marque employeur. C'est également répondre à la fois des besoins des usagers qui attendent un service, accessible 24/24, 7 jours sur 7. Et donc, ça se pose d'informatiser un maximum nos processus internes. Donc, c'est à la fois, par exemple, selon une étude, le secteur public, il sera à l'origine en 2023 de 12,6% des investissements technologiques. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort enjeu de digitalisation de nos services, mais aussi d'accompagnement de nos salariés. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'informatiser, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que les processus qu'on aura informatisés, ils soient intégrés dans un processus plus global et que nos salariés sachent se l'approprier sans perdre le sens de ce qu'ils font. Donc ça, c'est une tendance extrêmement importante. Et puis, j'allais dire, globalement, c'est de la conduite de changement. Ça, c'est de la conduite de changement qui est j'allais dire, dans le privé comme dans le public, extrêmement fort. Moi, j'utilise une méthode qui me semble importante de partager avec vous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il y a une méthode qui a été définie par un professeur de Harvard qui s'appelle John Kotter, c'était en 1996. Et en fait, moi, je m'en sers, que ce soit de l'informatisation de process ou de la mutualisation de services, ou j'allais dire à peu près tout changement dans une structure. Ça s'organise autour de 8 étapes qui permettent de préparer le changement, de l'engager, de réaliser cette conduite de changement et surtout d'ancrer dans la durée les pratiques. Donc, très rapidement, c'est à la fois créer un sentiment d'urgence et expliquer la nécessité du changement. Ça, je pense que c'est la première étape. C'est également former une équipe projet qui va être un peu on va dire le promoteur de la conduite de changement, avec des ambassadeurs qui vont expliquer en fait au plus près du terrain l'intérêt de ce changement. C'est intégrer ce changement dans une vision stratégique et prospective, dans une stratégie d'entreprise. C'est pas un changement pour un changement, c'est un changement parce qu'à un moment donné, il est utile et il est au service d'une vision que sera l'entreprise de demain. C'est là aussi toujours beaucoup communiquer tant en interne qu'en externe sur cette vision, parce que c'est aussi ce qui va donner l'impulsion, c'est ce qui va donner envie en fait aux collaborateurs d'adhérer. Et je pense que c'est essentiel pour fédérer autour de ce projet de changement. C'est aussi inciter à l'action et célébrer les petites victoires, c'est-à-dire quand on s'engage sur un changement, ça peut être un changement qui est pluriannuel, qui va durer parfois 3, 4, 5 ans, et on peut vite s'épuiser, on peut perdre le fil, on peut oublier qu'on est dans cette conduite de changement et donc dans parfois cette zone de turbulence. Et en fait, l'idée, c'est de dire, à chaque petit pas, en fait, c'est une étape importante et on va la fêter, on va la célébrer. Et alors, ça peut être par exemple, ça peut être si on est sur, on va prendre un exemple, un changement de réhabilitation, de rénovation de bâtiments, par exemple. Et c'est à chaque phase de travaux se satisfaire de la réception, la bonne réception et l'installation d'une nouvelle équipe dans un nouveau local.
par exemple, dans des nouveaux locaux. Par exemple, inviter les collaborateurs, mais aussi les clients à se rencontrer dans ces nouveaux locaux, par exemple. Et puis, c'est aussi apprendre au fur et à mesure de la conduite de changement de ces erreurs, parce qu'on en fait. Donc, ça veut dire d'en faire. L'idée, c'est d'en faire, j'allais dire, un peu le moins possible, mais surtout qui abîme le moins les collaborateurs. Et donc, c'est d'être tout le temps en parfaite écoute des signaux faibles du terrain qui nous font remonter des fois des difficultés qui sont des difficultés des fois très opérationnelles, qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on ne pouvait pas des fois anticiper. Et donc, c'est apprendre de cette expérience-là, être très à l'écoute et réajuster notre action pour modifier en fait la conduite de ce changement. Et puis enfin, c'est s'assurer que ce qu'on a mis en place s'ancre dans la durée et consolidé, va être pérenne, en tout cas jusqu'à temps qu'il y ait le nouveau projet de changement derrière qui s'installe si jamais le changement qu'on vient de mettre en place n'est plus adapté à un contexte qui évolue très très vite. Très bien. Donc c'est vraiment une méthode qui demande quand même à constamment se remettre en question et être vraiment à l'écoute de ce qui se passe continuellement au sein du marché. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, quand on est DRH, c'est à la fois être à l'écoute de ce qui se passe au niveau des besoins des clients, mais aussi des besoins de clients internes, c'est-à-dire les salariés. Du coup, qui sont les ambassadeurs d'aujourd'hui. Exactement. Très bien, ok. Écoutez, ça a été très intéressant, Magali. J'ai vraiment été ravie. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas forcément beaucoup mis en avant aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir encore une fois partagé votre vision d'expert à nos auditeurs. Quant à nos auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.